Bonjour. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je remercie le groupe de m'avoir invité et de m'avoir invité au séminaire de discussion qui a abouti à ces recommandations nationales dans la maladie de Crohn. Et je voulais commencer par m'excuser. M'excuser premièrement d'être le seul gastro-entérologue. Mais je vous explique pourquoi. C'est parce qu'aujourd'hui même, on a notre journée nationale des maladies inflammatoires en France à l'autre bout de Paris. Et ça, c'est pourquoi on n'a pas pu réunir plus de gastro-entérologues impliqués dans la maladie de Crohn aujourd'hui. Et ça aussi, ça explique la deuxième excuse que j'ai à vous présenter, qui est que je vais devoir filer juste après mon topo, parce que je parle dans 30 minutes à l'autre bout de Paris, et c'est un peu compliqué. So my apologies to Professor Butts, because I will miss his talk, as I have another talk in a few minutes, very far from here. Alors, premièrement, quelques notions sur la maladie de Crohn. C'est relativement fréquent. La prévalence, elle est d'à peu près 1 sur 2000. Et ça augmente dans les pays qui s'industrialisent. Donc on a de plus en plus, et on aura de plus en plus de patients à soigner pour la maladie de Crohn. Première notion. Deuxième notion, c'est une maladie dont la vision a changé. Les gastro-entérologues, depuis maintenant à peu près une dizaine d'années, on finit par comprendre l'évidence. L'évidence, c'était qu'avant, on disait que c'était des maladies qui évoluaient avec des poussées, des rémissions, et on courait un petit peu après la maladie, mais on s'est rendu compte que maintenant, il faut la voir comme ça, c'est-à-dire que chaque poussée de la maladie induit des dégâts, de la fibrose, des sténoses, des complications qui vont, chez certains patients, alors heureusement pas tous les patients ont un phénotype sévère de maladie de Crohn, mais maintenant on sait que si on laisse la maladie évoluer, eh bien, on va vers des complications qui sont les sténoses, les fistules, les abcès, le besoin de chirurgie pour certains patients. Donc on a besoin d'avoir des traitements plus agressifs et de détecter des malades qui vont aller vers ces complications. Il y a 20 ans, on opérait 70% des malades qui ont une maladie de Crohn, qui avaient besoin d'une résection iléocolique à un moment. Maintenant, on est plus sur 30% parce qu'heureusement, on a des traitements plus efficaces, mais on a encore une frange de malades chez qui les traitements ne marchent pas et qu'il faut endiguer. La deuxième chose, c'est que puisque les gastro-entérologues ont enfin compris qu'il ne fallait pas s'intéresser qu'aux poussées, mais aux dégâts structuraux qu'accumulait la maladie avec l'inflammation chronique, eh bien, les objectifs des traitements ont changé. Ça paraît une lapalissade quand on dit ça, mais en fait, on ne veut plus un malade qui va bien, on veut un malade qui va bien et qui a cicatrisé ses lésions inflammatoires dans le côlon. Et il a fallu des études comme celle-ci pour démontrer que quand on suit une cohorte de patients qui ont ou qui n'ont pas obtenu une cicatrisation sous traitement, eh bien on diminue le recours à la chirurgie avec le temps. Ça paraît idiot, mais en fait, il a fallu démontrer par ces études-là pour que les objectifs de traitement soient différents. Et les objectifs de traitement actuellement, quand on soigne un patient qui a une maladie de Crohn, pour ne pas qu'il évolue vers des complications, c'est effectivement qu'il soit bien contrôlé par son traitement, c'est-à-dire que quand on introduit un nouveau traitement, on veut que dans les 3 mois qui suivent, le malade n'ait plus de symptômes, mais on veut surtout qu'il ait une cicatrisation de ses lésions inflammatoires quand on contrôle les endoscopies. Et ça, on veut l'obtenir en gros dans les 6 à 9 mois après l'introduction d'un traitement. Alors évidemment, ces objectifs, ils sont à moduler et à mettre en balance l'intensité des traitements, l'intensité de l'immunosuppression, des biothérapies avec l'âge physiologique du malade, les comorbidités. Et évidemment, c'est un objectif qu'on va adapter malade par malade. Plus le patient est âgé, plus si on escalade les traitements, on va avoir à faire face à des comorbidités. Donc, mais l'objectif chez quelqu'un de jeune qui a une maladie de Crohn, c'est ça, c'est qu'il aille bien et qu'il soit cicatrisé dans les 6 à 9 mois qui suivent l'introduction du traitement. Alors, les stratégies thérapeutiques ont changé, puisque avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait des corticoïdes pour calmer les poussées, on introduisait des immunosuppresseurs, des analogues de thiopurine, et puis si ça ne marchait pas, on ajoutait une biothérapie, et la première biothérapie qui est actuellement remboursée en France et que tout le monde utilise, c'est d'abord des anti-TNF. Maintenant, on est plus sur des stratégies à essayer de taper un petit peu plus fort d'emblée, à commencer chez bon nombre de malades par mettre une biothérapie et éventuellement un immunosuppresseur avec, et d'essayer de contrôler mieux la maladie. Donc on est passé d'un schéma ascendant à un schéma descendant, et la dérive
va dans ce sens et est probablement bénéfique aux malades. Et c'est peut-être ce qui explique qu'avant, on avait 70% de risque de se faire opérer quand on avait une maladie de Crohn et qu'on est passé à un risque de 30 à 40% actuellement. Mais il y a encore beaucoup de malades chez qui ces stratégies ne marchent pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on met un anti-TNF à un patient qui a une maladie de Crohn, eh bien, il va être non-répondeur primaire dans 25% des cas, et puis il va échapper dans à peu près la moitié des cas au fur et à mesure du traitement, ce qui fait qu'on estime qu'à peu près 70% des patients vont peut-être avoir un bénéfice initial des anti-TNF, mais à terme, la réponse va se perdre. Alors heureusement, on a d'autres biothérapies qui arrivent, et des biothérapies intéressantes, des anti-intégrines, peut-être des anti-JAK, des anti-L12-23 comme l'ustekinumab. Actuellement, on a en France, en échec d'anti-TNF, 2 biothérapies qui sont autorisées et remboursées, qui sont les anti-intégrines, le vedolizumab et l'ustekinumab. On a peut-être des anti-JAK qui arrivent, peut-être des anti-P40, des anti-S1P, mais tout ceci reste à déterminer. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment on articule ces traitements et le succès, quand on a échappé aux anti-TNF, de rajouter une deuxième ligne, voire une troisième ligne. Tout ceci est en cours d'évaluation, mais quand on regarde ce que donnent les essais de phase 3 qui se sont intéressés à l'ustekinumab anti-L12-23 ou au vedolizumab qui est une anti-intégrine, et bien vous voyez que dans tous ces essais, alors là c'est une compilation des essais de phase 3, ce qui est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire, puisque évidemment les critères de jugement, le profil des malades n'étaient pas tout à fait pareils. Mais quand on met ces traitements-là en induction pour induire une rémission chez des patients en échec d'anti-TNF, vous voyez que vous avez 10 à 15% de succès. Et ensuite, les bons répondeurs à ces traitements-là vont être mis en entretien, uniquement les bons répondeurs dans ces essais-là, et qu'on a à long terme, c'est-à-dire 1 an après, des succès qui sont de l'ordre de 40% des gens qui ont eu une réponse initiale. Donc en fait, vous voyez qu'il y a énormément de patients qui, en échec d'anti-TNF, vont ne pas être contrôlés et correctement contrôlés, et qu'on va continuer à aller à emmener vers des complications qui vont requérir de la chirurgie ou développer des complications des sténoses des fistules. Voilà, ça c'est la dernière recommandation européenne qui est un consensus anglais qui valide qu'effectivement, il faut commencer par un anti-TNF, ou on conseille de commencer par un anti-TNF. Ça va peut-être changer puisqu'on commence à avoir des essais head-to-head, biothérapie, anti-TNF versus autre biothérapie, donc peut-être que ça va changer et qu'on va pouvoir mieux sélectionner la première ligne de biothérapie, mais pour l'heure, on commence encore par un anti-TNF et qu'en cas d'échec, le choix, il se balance entre vedolizumab, ustekinumab. Bref, ce qui est aussi pointé du doigt, c'est que les malades avec des formes sévères d'emblée, c'est-à-dire des atteintes de tout le tube digestif ou qui touchent l'intestin grêle, doivent être traités fort rapidement, c'est-à-dire avec une biothérapie précoce. C'est ce qui est recommandé. Et donc, c'est là où se positionne, par rapport à tous ces traitements et sur ce profil de malade sévère, l'autogreffe de cellules souches. Et il y avait déjà eu une réflexion du groupe européen des maladies inflammatoires qui s'appelle ECHO, qui est une société savante européenne et qui émet les recommandations européennes et qui s'était posé la question à qui on pouvait proposer dans la maladie de Crohn cette thérapie d'autogreffe de cellules souches. 5 critères avaient été retenus. Une maladie de Crohn qui était certaine, une maladie de Crohn active, inflammatoire, une maladie de Crohn réfractaire, on va discuter des lignes de traitement, avec une réponse inadéquate au traitement disponible, ce qui est assez flou puisqu'il y en a quand même plusieurs de disponibles, et chez qui un traitement chirurgical n'était pas adapté. Et donc c'était la base de la réflexion du séminaire qui a émis les recommandations. Et donc on vous propose la liste des indications suivantes. Il faut bien sûr que la maladie de Crohn soit prouvée. Alors il n'y a pas de gold standard pour faire un diagnostic de maladie de Crohn, c'est une combinatoire de données cliniques, endoscopiques, histologiques. Quand on dit prouvé, c'est-à-dire qu'il faut se méfier des formes du très jeune. Les formes de maladies inflammatoires très sévères du jeune ou de l'enfant peuvent correspondre des fois à des maladies génétiques ou immunes donc pour ces malades-là, il faut aller jusqu'à des tests génétiques et immunologiques poussés et ne pas acheter forcément une maladie de Crohn. Bien sûr, l'âge 18-60 ans. Et puis, il faut que la maladie elle soit active.
puisque un des intérêts de ce traitement, c'est de calmer l'inflammation, et c'est même son intérêt principal et seul. Et donc, il faut utiliser des scores endoscopiques et d'imagerie, puisque dans la maladie de Crohn, on a une atteinte inflammatoire luminale, mais la graisse péridigestive peut aussi être inflammatoire, et donc il faut s'aider de l'imagerie, et notamment de l'IRM, et de marqueurs biologiques d'inflammation, la calprotectine fécale, qui est un marqueur dans les selles qui malheureusement n'est pas encore remboursé, mais qui se fait dans tous les CHU, et la CRP. Et puis, c'est ça le point majeur, il faut que la maladie elle ait été réfractaire ou intolérante à un certain nombre de traitements. Donc on avait choisi de retenir les critères qu'il fallait qu'il y ait au moins un immunosuppresseur, majoritairement d'éthiopurine dans la maladie de Crohn. Le méthotrexate est utilisé, mais c'est vraiment anecdotique, en monothérapie ou associé à au moins 2 classes de biothérapie qui comprennent au moins un anti-TNF. Alors c'est large, on peut faire plus, on peut pousser les lignes thérapeutiques dans la maladie de Crohn, mais il ne faut probablement pas proposer l'autogreffe trop tard chez des malades réfractaires à tout pour bon nombre de questions. Et bien sûr qu'un traitement chirurgical simple ne soit pas une bonne option, ou que le patient soit à risque d'avoir une stomie définitive, puisque la chirurgie fait partie de l'arsenal thérapeutique des maladies de Crohn. Quand on a une atteinte qui est réfractaire mais qui est relativement courte, on peut bien sûr l'envisager et la privilégier à un traitement comme l'autogreffe de cellules souches, mais il y a des interventions qui nécessiteraient de retirer quasiment tout l'intestin grêle ou de proposer aux patients une stomie, et ça, évidemment, ça met largement en balance les bénéfices attendus d'un traitement comme l'autogreffe de cellules souches. Et puis, bien sûr, c'est dans quel état est le malade et quelles sont les contre-indications liées à la maladie de Crohn. Alors, il y a l'état général. Il faut bien sûr que le malade ne soit pas trop dénutri, avec un indice de masse corporelle inférieur à 18, qui est une contre-indication, une albumine inférieure à 20. Donc, il faut mettre en place les mesures nutritionnelles nécessaires, et bien souvent la nutrition parentérale. Le tabagisme est un vrai problème. On sait que ça augmente la morbidité du traitement et les complications. Et ça, c'est un vrai problème dans la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, c'est des patients qui sont plus fumeurs que la population générale. Et nos taux de succès, quand on veut induire un sevrage tabagique, c'est moins de 10%. Donc c'est un point majeur à travailler. Même un patient chez qui on propose une intervention chirurgicale dont on sait qu'elle va être plus compliquée quand le patient fume, dont on sait que la maladie a plus de chances de récidiver en post-opératoire, on n'a que 10 à 15% de succès de sevrage tabagique. Donc c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'on travaille, et qu'on travaille activement. Et bien évidemment, ce sont des malades qui ont un profil dangereux pour proposer une greffe, puisque c'est des atteintes digestives sévères, avec des sténoses qui peuvent donner lieu à des occlusions, des malades qui vomissent, qui peuvent inhaler, et puis qui ont des abcès et des fistules. 30% des malades avec maladie de Crohn ont des fistules anopérinéales, et puis il peut y avoir des fistules digestives. Donc bien sûr, il faut se donner les moyens de regarder, vérifier que le malade n'a pas une fistule, de drainer la fistule, et surtout de peut-être réséquer les sténoses qui pourraient exposer le patient à des risques d'occlusion. Et puis, bien sûr, l'inflammation chronique dans le tube digestif, ça augmente le risque de cancer, ça augmente par 2 le risque de faire un cancer digestif. Donc, il faut qu'on puisse avoir dépisté la dysplasie et les lésions précancéreuses par une coloscopie récente. Et donc, on s'était dit qu'on devait, avant de proposer une autogreffe, disposer d'un bilan morphologique de moins de 3 mois qui comprendrait le dépistage de ces complications à haut risque que sont les sténoses, qu'on pourrait proposer à un geste chirurgical ou une dilatation, et un drainage des abcès pour amener le malade dans la meilleure forme possible. Après, il y a des critères d'exclusion qui ne sont pas communs à la maladie de Crohn, et ça, le topo suivant va vous les expliquer bien mieux que moi, puisque ça, c'est des conditions d'état général et de comorbidité communs à toutes les autogreffes. Et plus important, par contre, c'est le parcours de décision et de validation de ce traitement qu'on a imaginé et proposé. La première étape, c'est qu'on se réunisse en RCP spécialisé de maladies inflammatoires chroniques, avec des experts des maladies inflammatoires chroniques, et qu'on mette en balance le traitement par autogreffe avec ses résultats et ses risques, avec est-ce que je mets une autre biothérapie, est-ce que je propose un essai thérapeutique qui propose une biothérapie, ou est-ce qu'on va discuter du bien fondé et du bénéfice éventuel de proposer une autogreffe à ce stade, mais pas trop tard.
pas trop tard. Et notamment, ce qu'il faut que les gastro évaluent, c'est s'il y a des lésions irréversibles qui ne sont pas inflammatoires, des fistules, des sténoses, qui ne seraient pas corrigées par un traitement anti-inflammatoire puissant comme l'autogreffe. Et c'est en ça qu'il faut qu'on discute entre spécialistes. Est-ce que cette lésion intestinale, elle est récupérable si j'ajoute un traitement anti-inflammatoire type autogreffe, ou est-ce que ça ne va pas marcher et exposer le patient à une comorbidité inutile? Une fois que ça a été tranché en RCP local MICI, on va présenter au niveau national, et c'est tout l'intérêt d'avoir un filtre national, comme vous avez parfaitement dit ce matin, l'enregistrement de ce patient comme éligible à l'autogreffe par le réseau MATEC, avec bien sûr l'intérêt de centraliser les données et d'avoir une vision experte de la validation de ce que proposent les spécialistes d'organes, et ensuite bien sûr proposer le traitement dans un service d'hématologie partenaire du groupe. En France, combien de patients ça va représenter? Eh bien, probablement beaucoup, puisqu'on a à peu près 150 000 patients avec maladie de Crohn. 60% vont avoir des anti-TNF. On peut estimer qu'à peu près 15% vont être réfractaires. Et donc, comme ça, à la louche aujourd'hui, on a estimé qu'il y avait peut-être 1500, 3000 patients qui seraient peut-être éligibles à ce traitement si on ne le propose pas trop tard. Le problème, c'est de ne pas le proposer trop tard. Nous, par exemple, dans notre centre, en 5 ou 6 ans, on a greffé que 4 malades. Et en regardant bien, là, dans le mois dernier, nos consultations, on se rend compte qu'il y en a au moins 4 ou 5 qui seraient éligibles à un traitement de type autogreffe. Alors, en conclusion, nous, notre rôle en gastroentérologie, ça va être de préciser le positionnement de l'autogreffe versus une deuxième ou une troisième ligne de biothérapie à un essai clinique, mais surtout en réfléchissant pas trop tard et de savoir le proposer à des patients qui ont des lésions inflammatoires pas encore irréversibles. Et puis, bien sûr, il faut éduquer les gastro-entérologues. C'est un traitement nouveau. Les gastros, ils ne connaissent pas ce traitement-là. Donc, il va falloir prendre le bâton de pèlerin et aller dans les centres, expliquer ce que c'est, inonder les congrès des résultats. Et on attend beaucoup des résultats de vos registres et de cette initiative pour pouvoir dire est-ce que c'est dangereux, est-ce que ce n'est pas dangereux. Et puis, la dangerosité et les morbidités, elle va bien sûr passer par une très bonne sélection des bons candidats. Ceux qui ne sont pas trop compliqués, ceux qui ne sont pas à risque de faire des complications pendant les procédures. Et grâce à ce parcours par 2 RCP spécialisés, on espère qu'on va filtrer et avoir des bons candidats. Et bien sûr, l'intérêt, c'est de centraliser les données avec le registre. Le biobanking, j'ai vu sur votre diapo, il va falloir aussi mettre des selles dans le biobanking, des biopsies digestives, parce que ça va être aussi la clé. C'est un excellent modèle de compréhension de la récidive de la maladie. La maladie, elle récidive quasiment tout le temps après une autogreffe, mais on va avoir des modèles où on va pouvoir comprendre pourquoi elle récidive. Est-ce que c'est la flore? Est-ce que c'est le système immunitaire? Et donc, c'est extrêmement intéressant qu'on puisse aussi exploiter le biobanking. Et en fait, je voulais finir pour vous montrer Samy, qui m'a autorisé à montrer cette photo, qui est le dernier patient qui a eu une autogreffe dans notre service. Il a été autogreffé en août. Là, il va extrêmement très bien. En 2 mots, c'est un gamin qui a sa maladie depuis 5 ans. Il n'a répondu strictement à rien. Il a une maladie qui touche l'intestin grêle en totalité, le côlon en totalité, avec une forme sévère. Les corticoïdes à 60 mg le maintenaient à peu près avec une dizaine de selles par jour. Je l'ai toujours connu avec une CRP à 120, avec une albumine à 15. Rien n'a fonctionné. Il a eu 5 lignes de biothérapie, tous les essais cliniques, tous les essais thérapeutiques disponibles. Il a été autogreffé cet été. Il a une albumine normale. Il a pris 15 kilos. Il joue au basket. Il a une CRP négative. Il a quelques aftes dans le côlon, donc je lui ai remis un traitement, mais il avait une colite sévérissime. Et quand on voit ça, on se dit que, on n'a jamais vu de traitement aussi efficace pour une maladie réfractaire. Mais c'était un extrêmement bon candidat. Il avait 0 sténose, 0 lésion fibreuse, 0 fistule. Voilà. Donc je sais que ce n'est pas forcément toujours comme ça que ça se passe, mais quand on a vu ça une fois, on se dit que c'est un traitement qu'il faut investir. Voilà, je vous remercie beaucoup.